Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Illustratrice engagée sous le nom de Coquito, la lausannoise Carla Kaukoto est également médiatrice culturelle. Et si elle adore chiner de la vaisselle vintage dans les brocantes, elle s'intéresse surtout au matrimoine. Matrimoine, voilà un nom méconnu qui pourtant prend de plus en plus de place dans l'espace public. Et jeudi soir, à la bibliothèque La Bise, dans Vieilleville de Bienne, Carla Kaukoto donnera une conférence sur le sujet. Alors, matrimoine versus patrimoine, c'est ce qu'on va voir avec vous, Carla Kaukoto. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, est-ce qu'il faut opposer matrimoine et patrimoine ? Alors, grande question. Pour ma part, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il faudrait faire un petit peu d'histoire pour remonter et comprendre pourquoi en fait le matrimoine, on ne peut pas tellement l'opposer au patrimoine, je veux dire, parce que le matrimoine, c'est quand même un mot, c'est pas un néologisme en fait, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps. La première occurrence qu'on a du matrimoine, c'est 1115, qui pour finir avec le temps va se modifier pour 1408 devenir vraiment matrimoine. Et c'est un mot qui est utilisé. Ça veut dire qu'en fait, le matrimoine, c'est un mot qu'on utilise pour désigner, en fait, lors d'un mariage, les biens hérités de la mère, mater, et le père, enfin, du coup, patrimoine, du coup, les biens hérités du père. Et donc, c'est vraiment deux choses qui cohabitent pendant un moment. Et donc, c'est toujours cette idée de postérité et d'héritage des femmes qui est mis en valeur, en fait, dans ce mot matrimoine. Un héritage qui, justement, aujourd'hui a quasiment disparu. On y reviendra sur cette notion-là. C'est une notion qui existe depuis quelques années et qui revient dans les pays francophones notamment, mais encore très peu en Suisse. Oui, c'est encore assez timide parce que c'est vrai qu'en France, les premières journées du matrimoine, du coup, sont arrivées en 2015 à Paris. Donc c'est vraiment l'idée en fait de faire suite aux journées du patrimoine qui, comme dit HF Île-de-France, qui est du coup l'association organisatrice des journées du matrimoine, elle estime que du coup 95% des œuvres protégées par le patrimoine reviennent à des hommes, et ce qui du coup, il y a un gros problème du coup de représentation du coup, identification du coup pour les jeunes filles. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'elles ont choisi de créer des journées du matrimoine qui se font la 3e semaine de septembre pour répondre du coup aux journées du patrimoine, dire bon en fait, il y a aussi, en fait, on existe. Voilà, Quoi. il y a encore toutes ces choses qui sont là. Puis ça s'est vraiment développé en France. Après, il y a eu pas mal du coup en Belgique. Et en Suisse, en fait, il y a juste la ville de Genève qui actuellement du coup fait des journées du matrimoine. Après, pour le moment, c'est plutôt une journée, il me semble. Ça, je crois que ça va être la 3e année, mais c'est vraiment uniquement la ville de Genève. C'est pas du tout, en point de vue national, c'est mon initiative qui fait partie du coup. Et vous, c'est justement du côté de la Belgique que vous avez découvert en fait un peu ce qu'est le matrimoine, un peu que vous avez rentré, et notamment grâce à des femmes très particulières qui s'appellent les béguines. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert en préparant ce sujet. C'était des femmes qui étaient extrêmement libres et qui vivaient notamment au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. En fait, ça a été un peu une figure choc pour moi parce que c'est vrai qu'en fait, on n'a pas tellement dans notre imaginaire collectif la vision qu'il puisse y avoir des femmes un peu plus libres du coup au Moyen Âge. Et en fait, les béguines, ce sont en fait vraiment des femmes d'une communauté religieuse qui sont apparues, en plus, et en même temps très ouvertes. Qui sont apparus du coup à fin du XIIIe siècle, notamment du coup aux Pays-Bas et en Belgique, on en a pas mal. Et c'était des femmes qui vivaient en fait dans un béguinage, donc c'est un peu une cité dans une cité, où elles pouvaient avoir du coup un hôpital, elles pouvaient enseigner, elles pouvaient faire vraiment beaucoup de choses. Elles pouvaient gagner leur propre argent, elles pouvaient vendre des choses au marché, elles pouvaient transmettre des biens. C'était des femmes très libres, elles pouvaient aller où elles voulaient, quand elles voulaient. C'était quand même une liberté assez incroyable. Et de découvrir du coup ces figures, ça donne quand même un petit coup de fouet de se dire genre, ah ok, en fait, ça remet en considération un peu les images qu'on a. Si on ne cherche pas, du coup, on ne voit pas. Ouais, voilà. Et donc là, ça vous a tellement stimulé que vous avez décidé de faire votre master sur le sujet du matrimoine et notamment dans le domaine de la culture. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est le domaine où on a le plus invisibilisé ce qu'ont fait les femmes. Je pense que ça touche beaucoup d'autres domaines, mais c'est vrai que, quand on parle de représentation, ça veut dire que c'est vraiment un point de rencontre entre notre imaginaire collectif et les modèles qu'on a dans tous les jours, dans tout ce qu'on rencontre. Et c'est vrai que ces représentations-là sont assez,
enfin voilà, pas très ouverte encore. Et c'est vrai que, enfin voilà, les arts et la culture ont un rôle vraiment prédominant du coup, enfin à faire. Il y a vraiment quelque chose du coup à creuser. Puis elles ont un rôle très important pour tout le monde. Et c'est vrai que dans ce centre-là, il faut pouvoir faire Parce bouger. qu'il y a des mots dans le langage qui ont simplement disparu, comme, Oui. comme le mot autrice ou peintresse qui Oui. existait peut-être à une certaine époque. Ça, c'est des mots qui ont disparu. Et ça Philosophesse, montre oui. en fait ce glissement du matrimoine au patrimoine. Oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est vraiment qu'on arrive à l'Ancien Régime en France qu'il y a cette idée que, voilà, une femme peut pouvoir être créatrice de quelque chose, pouvoir léguer quelque chose, ça passe plus vraiment très bien. On trouve que c'est un terme qui est burlesque à cette époque-là. Et donc, enfin voilà, en 1789, on a la Révolution française. En 93, enfin voilà, on a les premiers musées en France, donc construction de l'État-nation. Et donc aussi, on a l'Académie française qui va normer le vocabulaire. Et donc voilà, tous ces mots passent à la trappe. Et cette idée, enfin voilà, comme je disais, qu'une femme puisse créer, enfin, on se rend bien compte que du coup, enfin, voilà, avoir un matrimoine, ça va plus tellement avec l'ordre d'idées de l'époque. Et aujourd'hui, eh ben, ce mot matrimoine, il est récupéré par, on va dire, les mouvements féministes qui essayent de remettre un petit peu en lumière tout un matrimoine féminin, justement. Donc, le matrimoine, ça devient un instrument, j'allais dire, pratiquement politique aujourd'hui. Alors oui, moi j'aime beaucoup parler d'outils, mais c'est vrai que, enfin, à mon avis, justement, le matrimoine n'est peut-être pas une finalité, j'en sais rien, mais je pense que c'est là pour pointer en fait vraiment les disparités et tous les invisibles en fait, parce que les femmes, on a beau être la moitié presque de la population, on est invisible, mais ça veut dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas visibles, les personnes racisées, les personnes queer, et encore, je peux continuer ma liste très longtemps. Et c'est vrai que, enfin, je trouve que ce matrimoine, à la fois, enfin, voilà, il désigne du coup les biens matériels, immatériels hérités des femmes, mais on se rend compte qu'en fait, qu'il n'a pas encore de contours très précis. Et c'est ça aussi que je trouve qui est assez intéressant, c'est que c'est un mot qui est encore très libre. Et en fait, avec ça, on peut l'utiliser et dire voilà où on en est. Je pense qu'il y a de quoi faire bouger les choses. Alors, il y a plusieurs initiatives qui peuvent montrer qu'aujourd'hui, ce matrimoine, on essaye quand même de le mettre en valeur. Il y a par exemple le fait de rebaptiser des noms de rues. Ça fait partie. Oui, oui, complètement. Enfin, là aussi, ça bouge gentiment, mais c'est vrai que il y a encore du travail à faire. Après, je sais aussi que certaines villes sont parfois aussi plus engagées que d'autres, mais enfin voilà, si je discutais avec une amie, mais bon, enfin à Monteil, il y a zéro nom de femme par exemple dans la rue. Il y a juste, s'il y a une représentation de femme, c'est une sainte dans l'église. Donc ça s'arrête ici. Enfin voilà, j'ai vu aussi que Neuchâtel elle avait nommé du coup une sixième place au nom d'une femme. Mais c'est toujours un peu Voilà. des places, des toutes petites places cachées, des petites rues perdues. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que, enfin voilà, les villes, non plus, enfin se disent souvent, voilà, c'est énormément de travail, c'est du budget, ça veut dire qu'il faut tout changer, tout ce qui est administratif, la police, les ambulances, toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Après aussi, rebaptiser ces noms de rue, on nous dit, enfin voilà, c'est difficile, ça va heurter peut-être les habitudes des citoyens, des citoyennes. Donc on va plutôt peut-être miser sur les nouvelles infrastructures, sauf que les nouvelles infrastructures, c'est intéressant, mais peut-être que ce n'est pas les lieux où tout le monde va passer. Donc est-ce qu'on va forcément se sentir, enfin, est-ce qu'on va se reconnaître dans ces lieux-là, sur un pont, enfin, à l'autre bout de la ville, je ne sais pas, peut-être. Mais voilà, les villes sont pas extensibles à l'infini, en fait. Alors très rapidement, en fait, en arrivant au studio de Télébilingue aujourd'hui, vous êtes passé sur la place Robert Walser, où se trouvent actuellement 5 statues de femmes, de personnalités historiques de la région. Une initiative qui a été lancée par le réseau Égalité du canton de Berne et réalisée par Helena von Beust, une exposition qui s'appelle Exceptionnelle, Bienne et dans le Jura bernois. Une telle exposition dans l'espace public, pour vous, c'est un point de départ ? Oui, et c'est très important parce que ce que je trouve, ce qui est en fait intéressant sur cette place-là, c'est que déjà, c'est des silhouettes qui se détachent dans l'espace public et ça, je trouve ça très intéressant parce que souvent, voilà, si on a des plaques commémoratives, au final, elles sont brunes, elles sont apposées dans un coin et en fait, on passe devant, on les voit même pas. Donc ça, je trouve ça intéressant que déjà, enfin voilà, ça prenne, il y a une réflexion autour de ça. Ça, je trouve ça très important.
Et voilà, enfin, si on parle de matrimoine aujourd'hui, ben, c'est clair que c'est plutôt les mouvements féministes qui s'en emparent, mais vraiment, il faut absolument qu'il y ait une collaboration, enfin, que les politiques s'y intéressent. Et justement, ben, là, c'est une première étape. Mais enfin voilà, il faut que les institutions publiques, les écoles, les artistes, les citoyens, tout le monde les citoyennes, le mouvement. parce qu'autrement, si on... Carla Kaukoto, voilà. je suis désolée, mais je dois vous interrompre. Je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous donnez une conférence jeudi 11 mai à la bibliothèque de la Bise à 18h30 si je ne m'abuse. Ouais, Culture Fabrique. Ouais. Et ce sera là-bas. On invite toutes les personnes à venir entendre et à s'intéresser au matrimoine. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été de la partie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.